Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, il participait à l'Assemblée Générale à 11h aux côtés des cheminots. Écoutez comment il voit cette grève, les mots qu'il emploie. Il faut bien voir qu'il y a deux réalités qui marchent ensemble, deux fronts, ou en parallèle comme on veut. Le salariat organisé autour de ces syndicats et ce que nous appelons le peuple, c'est-à-dire les salariés plus tous les autres, qui ne sont pas à l'entreprise, qui ne sont pas, soit qu'ils soient retraités, soit qu'ils soient chômeurs, soit qu'ils soient précaires. Donc il faut que les deux avancent en même temps. Mais oui, c'est un bras de fer avec le pouvoir, une espèce de mai 68 perlé, quoi, si vous voulez. Parce que l'agression est tellement féroce que même les plus indifférents se disent « Ah, mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter ?» Un mai 68 perlé, Patrice Duhamel. Non, mais compte tenu de son âge, il devrait se souvenir. Non, mais il devrait se souvenir de mai 68. Et mai 68, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Que le mouvement se développe d'une certaine manière dans les jours, les semaines qui viennent, ça c'est une possibilité. C'est trop tôt pour le savoir. Et puis je pense que Michel Vieux-Vorquer a des choses à dire sur la comparaison d'ailleurs avec mai 68. Mai 68, il y a un moment où il y a eu, de manière d'ailleurs qui a été considérée comme assez surprenante, une coagulation entre les revendications étudiantes et les revendications des syndicats ouvriers. Bon, il y en a quoi ? Il y a eu une grève générale, la dernière en date d'ailleurs, aujourd'hui. Il n'y en a pas eu depuis, des grèves générales, avec 10, 11, jusqu'à 12 millions de grévistes en France. Donc et ça s'est enflammé comme ça d'un seul coup. C'est pas du tout la situation d'aujourd'hui telle que je la ressens, en tout cas. Je sais pas un mai 68 perlé. Écoutez, c'est pas sérieux. Voilà. C'est pas sérieux. Ça, c'est clair, au moins. Mai 68, c'est d'abord un mouvement étudiant, puis un mouvement ouvrier, et les syndicats se font un peu tordre le bras. Si vous lisez les mémoires d'Alain Gesmar, qui raconte ça très très bien, la CGT, et le Parti communiste encore moins, n'était pas chaude du tout pour aller activement dans le mouvement. Donc, arrêtons là la comparaison, on parle d'autre chose. Donc, vous nous inviterez un autre jour pour parler de 68, mais là, il faut parler de ce qui se passe aujourd'hui. C'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a dit. Oui, mais il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon pour analyser correctement ce qui se passe. Si je peux ajouter un mot. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on assiste à une période d'éveil du social qui n'est plus du tout la même chose que les Gilets jaunes. Et qui, en même temps, touche à des choses qui ont mobilisé les Gilets jaunes. C'est ça qui est très intéressant. Les Gilets jaunes, vous l'avez très bien dit, les Gilets jaunes, ils n'aimaient pas le monde de l'entreprise, ils n'étaient pas concernés, ils n'aimaient pas les syndicats, ils n'ont pas voulu se rapprocher le moins du monde des syndicats. Il y a eu 2 ou 3 jours avec des chauffeurs routiers, je crois, et puis les chauffeurs routiers ont obtenu satisfaction, puis ils ont abandonné l'idée de rapprocher leurs syndicats du mouvement des Gilets jaunes. Et donc, on a eu un mouvement, on a eu un éveil du social sur des thèmes d'ailleurs qui ont commencé à être le niveau de vie, l'essence, etc. Bon. Et puis, aujourd'hui, l'éveil du social, il se fait dans d'autres domaines. Mais alors là, on rentre dans des choses compliquées. C'est pour ça que je trouve très intéressant que vous nous ayez invités. On rentre dans des choses compliquées parce que c'est un drôle de social qui se réveille. Vous avez d'un côté le monde de la grande entreprise qui gagne beaucoup d'argent, le côté raffinerie, total. Vous avez d'un autre côté, c'est très différent, tout ce qui est grandes entreprises publiques, SNCF, RATP. C'est des univers très différents. EDF. Bon, c'est tous des univers qui se déglinguent. Et on pourrait ajouter la santé, l'hôpital et l'éducation, même si les gens sont peu mobilisés. Sauf, je crois, dans les lycées professionnels. Donc, on a des univers très différents et ça bouge. Ça bouge. Et donc, on va voir ce soir. Moi, je ne sais pas du tout si ça va être un mouvement très puissant ou si ça va retomber. Mais en tout cas, on a un éveil du social dans notre société. J'allais dire sa vie. Vous parlez d'éveil. Oui, c'est ça. On a un éveil. Voilà, c'est pas perlé. C'est pas perlé, c'est réel. C'est pas loin de bouillonner, d'ailleurs. Non, mais ce qu'il faut faire attention, pardon, Isabelle, juste un mot. Il y a un effet de trompe-l'œil. C'est pas parce qu'il n'y aura pas beaucoup de monde dans la rue aujourd'hui qu'il n'y a pas une grande colère dans le pays. Il me semble qu'il faut qu'on fasse attention. Oui. Pour l'exécutif, pas pour nous. Une erreur de. En tout cas, l'exécutif, ils doivent avoir leur propre remontée de terrain. Mais pour nous, attention à ne pas croire que parce qu'il y aura 15 000, 20 000 personnes dans la rue aujourd'hui, c'est un flop, comme on l'a beaucoup dit sur la marche de la NUPES dimanche. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des gens dont ce n'est pas le mode de fonctionnement. Mais
pour qui les conditions de vie sont très difficiles et qui donc ne sont pas forcément dans la rue. Ça ne les empêche pas d'avoir envie d'exprimer leur colère. Et en ce moment, avec un pouvoir d'achat qui est ce qu'il est, des augmentations de salaire qui existent ou pas, des négociations en cours, il y a quand même beaucoup de salariés pour qui une journée de grève, ça représente quelque chose, puisque maintenant... Et on va en parler. La Il y a jurisprudence des fait que les journées échéances, de grève il y a ne sont pas l'avenir, les baisses notamment sur le carburant, enfin ce qui n'arrivera pas, je veux dire, les baisses des charges prises en compte par l'État aujourd'hui, l'hiver qui arrive... Tout ça inquiète quand même. Oui, et puis il y a autour du carburant, effectivement, cette tension quand même qu'on sent, effectivement, avec les gens qui n'arrivent pas à pouvoir se fournir en carburant. Et là-dessus, la CGT, elle joue gros quand même dans l'exaspération qui est en train de monter. Et justement, les réquisitions qui vont se faire de plus en plus nombreuses, Olivier Véran l'a encore dit aujourd'hui, on ne va pas hésiter à réquisitionner, donc pour pouvoir effectivement mettre cette essence à disposition des Français qui en ont besoin et qui en ont besoin pour aller travailler, justement. Donc là, on voit bien qu'il y a peut-être une fracture qui est en train de se faire. D'ailleurs, il y a un sondage qui dit que cette mobilisation, sondage ELAB, cette mobilisation interprofessionnelle, 49% des Français la désapprouvent quand même. Donc, pardon d'être en plus terre à terre, mais les vacances scolaires arrivent fin de semaine. Et 3 Français sur 4 qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Mais c'est 8 points de plus qu'il y a 5 jours. Donc on voit que l'opinion publique bouge aussi. Des Français qui désapprouvent certes cette grève, mais l'indicateur qui peut inquiéter l'exécutif, c'était un autre sondage publié il y a à peu près une semaine, où c'était 79% dans mes souvenirs, près de 8 Français sur 10 qui trouvaient le gouvernement pas à la hauteur de la gestion de cette situation sur les carburants. Si aujourd'hui l'exécutif dit, alors on avait entendu effectivement Olivier Véran la semaine dernière, Conseil des ministres, on a entendu Elisabeth Borne au JT de 20h de TF1 en disant vous allez voir dans les jours qui viennent. Donc il y a une preuve d'optimisme. Attention, à force d'optimisme, si vous concrètement vous ne voyez rien arriver et que rien ne change, c'est là où ça va être un problème pour le gouvernement dans l'opinion même. Comment elle va, si elle ressent rien elle sur son terrain, vous avez beau dire ça va se rétablir, vous verrez dans 2 jours tout ira bien, ça ne fonctionnera pas. C'est là le danger. Patrice. Sur les carburants, et Michel Vivorca en parlait à propos de mai 68 ou des Gilets jaunes, c'est totalement, très mauvais jeu de mots, mais totalement inflammable. C'est-à-dire que la communication, elle peut totalement bouger à 10, 20, 30% d'un moment de ce que l'on peut savoir à l'Élysée. En tout cas, si le président a repris la main que les aides de l'État... Parce qu'il a repris... les carburants vont s'arrêter. Il a dit il y a quelques jours... Elles sont prolongées quand même. Il a dit... Jusqu'à fin novembre. Bah oui, et fin novembre. Oui, mais 30 centimes de plus, vous pensez que les Français vont pas Non, réagir? c'est pas assez, mais ils peuvent peut-être prolonger encore. Le paradoxe de tout ça, c'est qu'il y a un point précis, les carburants, qui est l'étincelle, si je peux dire, qui met le feu à la prairie, mais que la prairie, elle est faite de plein d'autres problèmes qui n'ont plus grand-chose à voir avec les carburants. Quand même, vous avez donc, alors on nous a dit 150, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins, mais un nombre limité de personnes qui bloquent tout. Qui bloquent, ou même 90, on dit même 90. Qui travaillent dans une entreprise florissante, qui peut verser des dividendes formidables à ses actionnaires, etc. Et à ses salariés. Et à ses salariés. Et d'un seul coup, on s'aperçoit que c'est comme on tire sur les chevaux en quelque sorte et que viennent toutes sortes d'autres choses qui n'ont plus rien à voir. Les gens qui vont défiler aujourd'hui, ils ne sont pas tous dans la grande entreprise privée qui marche bien. Si je peux juste terminer, pardon, sur les carburants, sur l'Élysée, il a repris la main, le président, hier, et volontairement, parce qu'il a fait savoir qu'il convoquait une réunion d'urgence sans annonce particulière derrière, sauf quelques nouvelles réquisitions qui sont intervenues ou qui vont intervenir aujourd'hui. Mais la grande inquiétude, en réalité, c'est ce qui se passe, vous l'avez évoqué, dans 3 jours. C'est-à-dire que l'exécutif et l'Élysée en particulier, et je crois en premier lieu, a très très peur d'un basculement de l'opinion à partir du moment où les gens auraient vraiment des difficultés pour partir en vacances. Et les vacances de la Toussaint, je ne suis pas sociologue. Personne n'est parfait. Hein. Non. Mais c'est pas seulement... Celle qui arrive après celle de l'été, les gens en ont besoin. Non, ce que je veux dire, c'est pas seulement les CSP+, comme on dit, où les familles aisées qui partent en vacances sont les vacances familiales, où on se retrouve en famille. Voilà. Et il est possible qu'il y ait un renversement à ce moment-là dans l'opinion, que les gens puissent se dire, ou qu'ils les renvoient dos à dos, alors qu'actuellement on a l'impression que c'est plutôt contre la CGT que les Français réagissent en tout cas. On continue de débattre bien évidemment. Il y a un petit... Non, du tout. Il y a un petit QR code qui va s'afficher sur l'écran. Vous pouvez flasher si vous voulez tout savoir sur la mobilisation, sur nos équipes. Les reportages, c'est à vivre sur LCI. Valérie ou Paul? Paul Laroutourou, déjà, qui est dans le cortège, et Valérie Justet, après, qui est dans le cortège, Place d'Italie. Ça n'a pas encore commencé, Paul. Cette manifestation va s'élancer dans quelques minutes. Il y a quand même beaucoup de monde autour de vous, là. Ça se rassemble un peu ?
Oui, autour de moi, il y a pas mal de monde qui arrive. Après, j'ai remonté en arrivant par Tolbiac. Il y avait pour le moment pas une foule immense, mais c'est normal. Le cortège ne s'est pas encore élancé. On est, si vous voulez, on est exactement place d'Italie. À 100 mètres de nous, là-bas, il y a le leader de la CGT qui sera d'ailleurs l'invité de Ruth El-Krief qui est juste là-bas. Et les politiques vont arriver petit à petit. On a vu beaucoup de jeunes, quelques retraités, 2-3 gilets jaunes. Donc pour l'instant, c'est comme les mouvements. Excusez-moi, il y a beaucoup de bruit, j'espère que vous m'entendez. C'est comme les statistiques à l'échelle nationale. Il n'y a pas énormément de gens dans la rue à première vue pour le moment, même si évidemment la manifestation n'a pas commencé. Merci beaucoup, Paul, et Alexis Tessier qui vous accompagne. On se retrouve bien évidemment dans dans cette après-midi. Oui. Valérie, c'est vrai qu'il y a eu on en parlait là avec Patrice et Julien, il y a eu un problème de discours quand même. Quand il est en Mayenne, le président, il ne voulait pas se mêler de cette entreprise du CAC 40. Sinon, on serait cul par-dessus tête. Voilà, c'est ça. Et hier, il se dit aux côtés de ceux qui galèrent. Donc là, il y a eu vraiment un changement de méthode. Est-ce que finalement, il a pris... Ah, on peut l'écouter, me dit-on. Bon, on va l'écouter, ça sera plus simple. Décidément, vous ne voulez pas que je parle. Je souhaite que dans les prochaines heures et au plus vite, il y ait une issue qui soit trouvée à cela. Mais vous comprendrez aisément qu'on ne va pas rentrer dans une situation, c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez SO Total. Parce que là, on va partir cul par-dessus tête. Hein. Je veux que ça se règle le plus vite possible, moi surtout. Je suis aux côtés de tous nos compatriotes qui galèrent et qui en ont assez de cette situation. Donc voilà, je veux simplement leur dire qu'on va continuer de faire le maximum. Elle n'arrive pas un peu à contre-temps, cette méthode ? Non, mais vous venez de l'indiquer, dans la temporalité. Lundi, le président se dit que les choses vont avancer assez vite, avec des réquisitions, etc. Et puis avec l'accord majoritaire qui a été ou qui devait être signé. Et puis ça n'avance pas. La Première ministre vient sur le plateau de 20h de TF1 pour annoncer une prolongation de la ristourne jusqu'au 15 novembre sur les carburants. Mais rien n'avance. Donc, il faut improviser en urgence une réunion à l'Élysée autour du président de la République et des ministres concernés avec la Première ministre pour montrer qu'il se passe quelque chose et pour surtout faire oublier comme l'a rappelé très bien Julien, tout ça va se décanter dans les prochains jours. Ça ne se décante pas et ça va avoir du mal à se décanter. Alors, techniquement, ça va mettre du temps. Là, vous avez raison. Techniquement, il va y avoir tout du sera monde. pas réglé pour vendredi soir. Je vais juste finir sur ce point. Ce qui est très difficile pour le gouvernement, c'est qu'il a une ligne qui est ni hausse d'impôts, ni aggravation de la dette. Donc, quand vous êtes borné par ces deux choses, quand je dis borné, c'est sans mauvais jeu de mots, évidemment, sur la Première ministre, et sans jugement de valeur sur la qualité du gouvernement, c'est de dire qu'à partir du moment où vous êtes encadré par ces deux impératifs, ça devient très difficile d'entendre les revendications sociales dans ce pays. Mais Isabelle Goudin, techniquement, si ça se débloquait là, il faut 11 jours, je crois, à peu près, minimum, entre le moment où ça se débloque dans une raffinerie et le moment où ça arrive dans notre station-service. La fin des vacances. Ça va pas être réglé avant 2 semaines. Donc ce ne sera pas réglé pour les vacances, ça c'est clair. Parce qu'effectivement, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que quand les camions-citernes viennent dans les raffineries pour justement se réapprovisionner, aujourd'hui, ils trouvent porte close. Il y a donc les portails qui sont fermés. Donc ils vont chercher ailleurs. C'est pour ça que le système est complètement désorganisé en ce moment et que parfois, ils arrivent à retrouver finalement de l'essence. Et puis donc, on a une station où vous allez avoir d'essence, alors qu'il y en a d'autres qui n'en ont absolument pas. Donc vous voyez bien qu'il y a des très 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 grosses divergences dans tout ça. Et du coup, le système étant désorganisé, il n'y a pas d'autre moyen finalement, et le gouvernement l'a redit encore, que de mettre en place ces fameuses réquisitions pour arriver vraiment à pouvoir remettre en route le système avec très peu de gens finalement, puisqu'on a vu qu'il suffit de quelques salariés pour qu'on puisse, là pour le coup, remettre les D'autant que lors de raffineries la dernière grève qui a touché les dépôts et les raffineries, il me semble qu'il y avait eu des actes de sabotage. D'ailleurs, il y a eu des poursuites avant que les grévistes ne quittent les lieux. Revenons au chef de l'État. Est-ce qu'un président doit faire ça? Je vous pose la question parce que on a l'impression qu'il est mettre les pieds dans le plat, donner des agendas aux Français et grosso modo faire le job à la place de certains. C'est ce que lui... La petite musique qui est dite du côté du chef de l'État, c'est-à-dire regardez, c'est pas possible, ils s'en sortent pas, ils font pas le job, autrement dit mon gouvernement, donc je mets les mains dans le cambouis et à un moment donné, je tape du poing sur la table. Bon ça, voilà, c'est aussi pour la forme, pour la communication ensuite qui est dévoilée. Mais il y a une séquence entre
Emmanuel Macron qui dit en gros cul par-dessus tête, total, bref. Et puis Macron hier au salon de l'auto en disant je suis aux côtés de ceux qui galèrent. Il y a entre-temps aussi le président avec une autre expression, mettez pas le singe sur l'épaule. En gros, on n'y est pour rien, nous gouvernements. On ne doit pas tout attendre du président de la République. C'est ce qu'il avait dit. Et ça l'énerve foncièrement Emmanuel Macron qu'en fait tout à un moment donné dise c'est votre faute. Est-ce que c'est compris par l'opinion publique? Je ne crois pas, au sens où à un moment donné, les citoyens se disent non, mais il ne peut pas dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute de l'autre. À un moment donné, c'est lui aussi. Inconsciemment, consciemment, justifié ou pas justifié, mais c'est en tout cas la petite musique qui est aujourd'hui dans la tête de beaucoup. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit intervenir? J'allais dire que presque il ne peut pas ne pas intervenir vu la situation. Pour reprendre ce que vous disiez, Michel Viviorca, sur la prairie inflammable, parce qu'il ne sait pas, certes ça peut être aujourd'hui, mais qui nous dit que cette colère ne surgira pas en coagulation pendant la réforme des retraites, par exemple. C'est la menace à peine voilée de tout à l'heure. Donc c'est la prochaine étape. Donc forcément, il est obligé d'y aller. Il y a un exécutif. Sur le rôle. Patrice, on est avec un PDG qui n'a pas beaucoup de temps, qui est Thibault Langsat, qui est aussi l'ancien vice-président du MEDEF. Bonjour à vous. Tout d'abord, cette crise du carburant, couplée à cette journée d'action, est-ce qu'il y a un risque d'une cocotte minute de l'économie française qui va déborder ? Bon, on a une crise qui est multifactorielle voulue par les syndicats. Néanmoins, en entreprise, on voit bien qu'on a des difficultés à venir et donc tout ceci provoque une forme de prise de conscience de l'ensemble des collaborateurs. Mais oui, quand on voit des débordements dans certains centres-villes dus à ces manifestations, on peut craindre une forme d'embrasement. Et puis, la négociation sur les salaires, traditionnellement, commence après les périodes de Noël. Donc, il faut être extrêmement attentif à ces agitations. Il y a une forme de prise en otage traditionnelle que les syndicats sont en train d'opérer, ceux qui sont non réformistes, on va dire, qui occupent le terrain. Mais il y a une forme d'inquiétude quand même pour un patron de TPE-PME. On a une inflation qui touche aussi les matières premières. On a le spectre de la récession. Et tout ceci n'augure pas de bonnes choses pour l'année 2023. Donc il faut qu'on reste attentif et prendre en otage à la fois les Français, mais également l'ensemble des gens qui travaillent dans les entreprises, est extrêmement nuisible pour le moral des chefs d'entreprise. Et la suite, Thibault Langsat, 150 000 entreprises, petites entreprises, vous en parliez à l'instant, sont déjà en difficulté. Certaines ne passeront pas l'hiver, alors pas à cause du gaz, enfin pas que, mais c'est une réalité que le gouvernement doit prendre en compte, que les syndicats doivent prendre en compte. Alors, il faut quand même voir une chose, c'est que la destruction d'entreprises, c'est à peu près 45 000 entreprises par an, et les perspectives pour 2022 sont aux alentours de 39 000. Donc on voit qu'on est encore à un niveau inférieur à 2019. Mais oui, vous avez raison, il y a une remontée importante de la défaillance d'entreprises. Ce sera plutôt sur 2023, si le niveau d'inflation continue, si le prix de l'énergie, on va dire, augmente massivement. Et c'est une source d'inquiétude importante. Le spectre de la récession, c'est pas nul. On a été habitué à une forte croissance, on va dire, ces derniers mois. Elle est en train de se stabiliser. Il suffit de regarder l'intérim, où les perspectives de carnet de commandes sont faibles pour 2023. Et on voit peut-être une forme sur le marché du travail, une forme de relâchement qui est un indicateur avancé. Restez avec nous, Thibault Langsat. Il est 14h si vous nous rejoignez. On va suivre cette manifestation, cette journée de mobilisation interprofessionnelle. Vous le savez, près de 150 points de rassemblement sont prévus en France, selon la CGT qui organise cette journée, avec d'autres syndicats, FO, Solidaire et FSU, également des organisations de la jeunesse sur laquelle on viendra. On va vous retrouver, c'est la Bougriou. Vous êtes au départ de cette manifestation, en tête de ce cortège qui va s'élancer de la place d'Italie pour ce qui est la manifestation parisienne. Oui, absolument. À vrai dire, on s'est un peu éloigné de la tête de cortège puisqu'on attend ici les députés de la France Insoumise et notamment Mathilde Panot, la présidente du groupe, qui prendra la parole puisque Jean-Luc Mélenchon, lui, n'assiste pas à ce cortège. Il s'est rendu tout à l'heure du côté de la gare de Lyon pour rencontrer les cheminots qui, eux aussi, sont en grève. Deux choses à savoir. D'abord, sur les syndicats qui sont mobilisés. Ils sont plusieurs à être là. On a entendu tout à l'heure Philippe Martinez, patron de la CGT, qui est en tête de cette mobilisation. Mais
doit savoir tout de même, la CFDT, première force syndicale, a décidé de ne pas participer cette fois-ci à ce mouvement social pour une raison toute simple. Elle considère que cela ne va pas résoudre la situation. Secteur privé, secteur public ont été appelés à manifester, à arrêter de travailler aujourd'hui. Les revendications, elles sont simples. Revalorisation des salaires et aussi appeler à cette manifestation contre la réquisition des dépôts notamment, et donc pour le droit à la grève. Vous le savez, Force ouvrière a décidé de se joindre à ce cortège justement après que le gouvernement a annoncé les réquisitions dans certains dépôts. Concernant la mobilisation, il faudra attendre encore quelques heures pour voir si celle-ci a été effective, si les forces syndicales ont été entendues et si les forces politiques de gauche surtout ont-elles été aussi suivies. Une chose à savoir également, ici, la NUPS, Alliance à gauche, manifeste tout de même en ordre dispersé puisque chacun prendra la parole de son côté. Merci beaucoup, Céla Bougriot, et merci à Julien Colombel qui est à vos côtés pour ces images. Il a parlé il y a quelques heures, il s'agit de, Céla en parlait, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'est pas là? Pourquoi il parle avant et pourquoi il disparaît après? Alors la bonne réponse facile, c'est que c'est un défilé syndical et que. Il paraît qu'il va y avoir des politiques, c'est ce que. Il va y avoir des politiques. Jean-Luc Mélenchon a choisi de laisser la place aux syndicalistes je vous rappelle qu'il n'a plus de mandat électif, Jean-Luc Mélenchon, donc voilà pour le choix. Après, on peut se dire que peut-être l'accueil réservé par les salariés. Peut-être des tensions dans le cortège, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est le choix qu'il a fait d'être plutôt auprès des grévistes de la SNCF. D'ailleurs, ça s'est correctement passé, mais sans effusion non plus très grande entre les grévistes de la SNCF et Jean-Luc Mélenchon. Éviter peut-être une image désastreuse. Alors, surtout, lui, il plaide depuis assez longtemps, mais il l'a refait... lors de son défilé d'avant-hier, pour une convergence des luttes entre les syndicats et les partis politiques, notamment de la NUP. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas accueilli avec ferveur et enthousiasme du côté syndical. Donc, c'était sans doute pas opportun pour lui d'aller symboliser cette théorie stratégique dans le défilé aujourd'hui. Mais visiblement, il a envoyé un certain nombre de représentants. Et il a dit, il y a les salariés, les syndicats, et il y a le peuple. Sous-entendu, le peuple, c'est moi. Moi, c'est ce que j'entends. Et donc là, on a une manifestation de salariés, plutôt, de grévistes, etc., de syndiqués. Et donc, il ne faut quand même pas tout confondre. Je crois que c'est un peu ça le message. Moi, je suis le peuple, j'organise ma grande manifestation le dimanche, et puis les syndicats, ce qui est d'ailleurs une façon assez classique en France de considérer le syndicalisme. Il n'y a pas que le président Macron qui a un regard assez critique, si je peux le dire comme ça, ou assez négatif sur le monde syndical. Je pense que Mélenchon n'est pas non plus un adepte chevronné, disons, de l'action syndicale. On retrouve Thibault Langsat qui, pour quelques instants encore, est avec nous. Parlons justement du jour d'après. Comment vous le sentez, ce jour d'après ? Alors on va essayer de le retrouver dans un instant. Isabelle Gounin, oui, juste pour continuer sur Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même un changement d'attitude parce que pour avoir participé à pas mal d'autres organisations comme ça, des manifestations, les politiques sont toujours là et puis vraiment très 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 nombreux. Donc Jean-Luc Mélenchon était toujours là, Adrien Quatennens était toujours là, Clémentine Autain, et vraiment tout le monde venait pour essayer justement de récupérer le mouvement. Donc les politiques, voyons comment ils vont justement agir aujourd'hui. En tout cas, de leur côté, est-ce qu'ils ne vont pas être plus prudents que d'habitude? C'est bien possible. Et justement, est-ce que dans cette prudence, dans peut-être cette dissension, je sais que Valérie, elle nous l'a dit tout à l'heure, elle l'a glissé, la base, elle l'aime pas, la base, pas pour le syndicaliste, mais ce soutien de la base, mais est-ce que ce front dont vous parliez justement, c'est-à-dire cette descente de ce mécontentement, de ces envies au plus proche du terrain chez les citoyens, c'est peut-être pas ce qui peut faire peur dans ces moments-là aux politiques. C'est-à-dire, on ne se frotte pas aux organisations syndicales, pas que. Pas que, oui, qu'il n'y ait plus de prise ou d'emprise à un moment donné, que le mouvement soit incontrôlable. On avait déjà vu ça au moment des Gilets jaunes, sur cet aspect de on ne les tient pas, on ne sait pas d'où ça vient. Il n'y avait pas d'interlocuteur. Et c'est la même chose. Autant vous aviez eu des rassemblements, des manifestations, des grandes grèves qui ont pu avoir lieu dans les années 90, où vous aviez à la fois un mouvement, la gauche politique, j'allais dire, et la gauche syndicale,
qui était présente, qui était identifiée. Là, vous n'avez pas, j'allais dire, de leader du mouvement qui est bien spécifique et identifié pour tous. Donc, on ne sait pas exactement derrière qui se ranger et avec quelles revendications Vous avez raison, il n'y a pas de leader de l'opinion, Non. de ce que l'on sent, de ce mouvement qui touche énormément de Français. Moi, je voudrais aller dans ce sens-là et utiliser le mot de sens. Le sens est perdu aujourd'hui. Alors, quand on dit revenus, inflation, là c'est très clair. Ouais. Mais enfin, je vais prendre quelques exemples et on va tout de suite me comprendre. Les gens ne veulent plus aller travailler dans l'éducation nationale. Les gens ne veulent plus aller travailler dans les hôpitaux. Je simplifie, bien sûr. 700 000 postes à pourvoir aujourd'hui. Exactement. Donc, il y a une crise du sens dès qu'on touche à tout ce qui est l'ancien service public. J'ose pas parler d'EDF. Bon, premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne le monde syndical, ouvrier, il y avait quand même l'idée qu'il y aura des lendemains qui chantent, qu'on se bat pour construire un autre monde, qu'on se bat pour construire une autre société. Enfin, tout ça n'existe plus non plus. Il s'agit juste de défendre le revenu, ce qui est très respectable. C'est pas négatif ce que je dis. Mais défendre l'acquis pour certains. Voilà. Donc il n'y a plus ce sens qui projetait vers l'avenir. Et donc je pense qu'il y a une énorme inquiétude. C'est un peu ça que je voulais ajouter à ce que vous dites. Il y a une sorte d'énorme inquiétude qui traverse tous les secteurs de la société parce que les repères foutent le camp, le sens n'est plus là, on ne sait plus trop où on va, et donc on ne trouve pas le leader qui va justement incarner ce sens. Alors, je vais peut-être un peu différer, mais celui qui justement est dans cette quête de sens, qui justement dit un autre monde est possible, etc., c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est comme ça qu'il essaye de capitaliser sur cette colère. C'est une colère qui n'est pas syndicale, vous l'avez très bien expliqué, et il nous l'a dit lui-même. Il y a les salariés, et puis il y a les salariés plus précaires, chômeurs, retraités, et qui sont le peuple. Lui, il est absolument sur cette quête de sens, et il essaye de fédérer ceux qui estiment qu'un autre monde est possible, construire les lendemains qui chantent. Il est revenu à des choses plus anciennes, si j'ose dire, très vintage. Thibault Langsat est toujours avec nous, cette fois-ci on l'a retrouvé. Juste une question, parce que je sais encore une fois que vous êtes pressé. Le monde d'après, ou le jour d'après, c'est-à-dire demain, dans 15 jours, dans 3 semaines, avec les échéances que l'on connaît également pour l'exécutif, avec cette histoire de retraite qui plane toujours et qui inquiète les Français. Vous le voyez comment, ce monde ? C'est-à-dire qu'il y a 3 causes pour le moment. Il y a la réforme des retraites, il y a la réforme de l'assurance chômage dont on arrive au bout du processus, et puis il y a la réforme sur le partage de la valeur qui est quand même un sujet important. Mais voilà, ce qui risque peut-être de changer, c'est que contrairement aux autres crises que nous avions, tout ceci se passait dans une situation économique qui était à peu près étale. Et là, nous ne sommes pas dans une situation économique étale, puisque le spectre de la récession devrait arriver, on va dire, début 2023. Et les entreprises, elles sont plurielles, elles sont grandes, petites, elles sont industrielles et servicielles. On se focalise sur quelques entreprises qui dégagent des super profits, et d'ailleurs, tant mieux pour ces entreprises si elles sont en capacité de pouvoir investir et de redistribuer, mais vous avez derrière le réseau industriel qui n'a pas la capacité de trouver les matières premières et qui en plus ont des difficultés de recrutement, et tout ceci va se tendre dans les mois qui arrivent. Et donc, les chaînes d'entreprise ont une forme d'inquiétude, et les salariés comprennent aussi la vie de l'entreprise. Donc, on est sur une mobilisation qui est assez classique, traditionnelle, multifactorielle, menée par des syndicats non réformistes qui prennent en otage les Français sur le mode les plus classiques. Il y aura une bataille de l'opinion et on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Est-ce que l'opinion va basculer ou pas, comme on a vu en 1995 sur la réforme des retraites? Est-ce qu'il y a une forme d'adhésion avec le recul? Mais pour le moment, on est sur une mobilisation extrêmement traditionnelle et on verra dans quelques jours. Toutefois, on est dans un contexte économique auquel il faut être extrêmement attentif et on est dans une situation géopolitique instable auquel, on va dire, les chefs d'entreprise sont un peu démunis face à ces revendications. Oui, il y a une problématique sur les salaires, sur le pouvoir d'achat, mais est-ce que toutes les entreprises ont la capacité de porter des augmentations de salaire? Non, les TPE, PME n'ont pas la capacité de la faire. Donc, il y a eu une réforme sur la loi pouvoir d'achat qui permet de porter certaines choses, notamment avec les primes, partage de la valeur. Il faut regarder comment les instruments d'intéressement et de participation embarquent mieux cette dynamique pour le futur. Mais pour le moment, on risque en plus de se retrouver dans une période un peu paradoxale parce que les grandes entreprises qui vont clôturer l'année 2022 vont annoncer encore de bons résultats, mais seront probablement dans une situation compliquée en 2023. Tout ceci sera pas simple à expliquer à l'ensemble des Français.
Merci Thibault Langsade infiniment Thibault Langsade. Le spectre de la récession, Isabelle Goudin, devrait arriver d'ici 2023, nous disait Thibault Langsade. C'est vrai qu'à la sortie du Covid, il y avait une croissance forte, une sorte d'euphorie. On n'est plus du tout sur la même ligne. Mais surtout une reprise, un effet reprise, puisque finalement on avait beaucoup baissé. Et donc effectivement, on s'est émerveillé de tous ces chiffres de croissance. Et même là, quand le gouvernement a présenté son projet de loi de finances en disant l'année prochaine ce sera 1%, on sait déjà que 1% de croissance, a priori, on ne les aura pas. Donc on voit bien que cette croissance, pourquoi est-ce qu'elle va baisser ? Parce que notamment, elle repose sur la consommation des ménages. Les ménages, aujourd'hui, quand ils vont faire leurs courses avec une inflation galopante, ils consomment de moins en moins, ils commencent à moins sortir. Les restaurateurs commencent à le dire. Tous les services qui sont un peu plus superflus commencent à souffrir. Donc, on voit bien qu'à ce niveau-là, consommation des ménages, c'est un des gros appuis pour cette croissance. L'autre appui, c'est l'investissement dans les entreprises. Les entreprises aussi, elles commencent à réduire ces investissements. Donc, la récession, on en parle de plus en plus, effectivement. Les économistes vraiment le disent. C'est déjà le cas aux États-Unis et ça va venir. Et en Allemagne. Et ça arrive pour nous. C'est pas du tout quelque chose de farfelu, vraiment pas. Michel Viorca, est-ce que c'est pas ça qui est compliqué ? Alors, compliqué pour les politiques au sens large, ça dépasse nos frontières bien évidemment, mais il n'y a pas de leader, il y a un vrai sentiment. Les Français le ressentent. Ils se replient sur eux-mêmes. On leur annonce, qu'on le veuille ou non, des mauvaises nouvelles. Et puis, même quand on ne leur annonce pas, de toute façon, elles arrivent toutes seules. C'est pas ça qui rend ce mouvement difficilement palpable. On a du mal à savoir quand est-ce que ça va commencer. Vous parliez d'étincelles tout à l'heure. Ce qui va se passer. Écoutez, on ne pourra comprendre les choses qu'après. De toute manière, c'est après l'événement historique que l'on peut en faire l'analyse. Mais on peut quand même, bien sûr, mais on peut quand même effectivement essayer de voir quelles sont les données du problème. Ça on les a effectivement. Moi, je pense que tout ça, si je peux dire, vient de toutes sortes de directions. Je l'ai dit, le service public en crise, mais énorme. Une société dont quelques grandes entreprises vont faire des profits, mais on ne sait pas ce que sera l'année suivante. Toutes ces entreprises qui, elles, n'en font pas, mais où des gens vont dire on veut négocier à cause de l'inflation. Comment ça va se passer ? Il y a le monde, la peur du lendemain. Il y a des univers comme ça de peur, d'inquiétude, la guerre qui plane au-dessus, et un pouvoir politique qui est quand même affaibli par rapport à ce qu'il était en 2017. Il faut quand même aussi voir ça. Après tout, le même président ne peut plus dire « je suis Jupiter », car s'il était Jupiter, il réglerait tout ça d'un coup de... Il n'y a eu pas de baguette magique, je crois, Jupiter. Si on peut dire, mais enfin bon. Donc, si vous voulez, il ne peut plus dire ça. Le même président, il est très embarrassé, ce pouvoir. Demain, 49-3. Vraisemblablement. Donc, c'est quand même pas qui vaut pas grand-chose. Relancer la réforme des retraites, ça va quand même ne pas faciliter la vie. Des gens sont absolument c'est le moins qu'on puisse dire, je pense. Opposés à ça. Bref, on a le sentiment d'un pouvoir qui est moins fort. Et même, je dirais, qui est par moments... je cherche un mot qui ne soit pas trop dur, mais enfin, dire je demande à tout le monde d'être responsable et je demande aux entreprises de faire des efforts, etc. Pour moi, c'est pas faire de la politique que de parler comme ça. Bon, donc c'est un signe de faiblesse, pas de force. Bon, et donc dans ce contexte-là, oui, je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, de sentiments que les repères fichent le camp, donc de tous les côtés, Et le paradoxe, c'est que tout ça commence avec une entreprise plutôt florissante, apparemment, qui distribue des milliards de dividendes à ses actionnaires, dont d'ailleurs certains sont les salariés de la même entreprise. Donc, ils sont sur les dépôts. 3% des actionnaires, je crois, sont des salariés. Ah bon ? Total, ouais. Bon, c'est pas énorme, enfin, c'est pas totalement nul non plus. Non, c'est significatif. Donc voilà. Et donc, ça part dans un univers plutôt protégé, même si les salaires ne sont pas aussi mirobolants que ce qui a pu être dit à certains moments. Mais on voit très très bien que le reste de la société va peut-être, ou pas, c'est ce qu'on ne sait pas, embrayer sur une revendication qui, au départ, n'est quand même pas celle du prolétaire pauvre, démuni, fragile, etc. En écoutant tout ce qui se dit, je trouve, de ce que vous venez d'évoquer, il y a un sentiment et une revendication, là, qui se retrouvent, c'est le sentiment qu'il y a une urgence absolue à réduire les inégalités. Et le total... Le salaire du PDG, le fait que les je ne sais plus, 15 ou 16 milliards, etc., c'est le nez rouge que tout le monde voit. Donc il y a une polarisation là-dessus. Et on parlait de sondage tout à l'heure.
il y a plus de 80%, je crois que c'est 81% des Français qui, par exemple, sont favorables à une taxation de ce qu'on appelle les super profits. C'est un chiffre absolument gigantesque. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un accord que tout le monde, toutes les classes moyennes, toutes les classes modestes et beaucoup de CSP+, sont d'accord. C'est devenu un symbole. Alors, dans ces cas-là, quand on cherche à savoir ce qui peut sortir ici ou là, il faut se rattacher à des symboles. Et ça, c'est un symbole. La réforme des retraites va être concernée. On va voir si, en tête de cortège, justement,